Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un petit bouquin qui est paru aux presses de l'EHESP, qui est empruntable à Promotion en santé. Et quand j'écoutais ce matin Jocelyn Lachance, je me disais que 2021, c'est déjà très loin, qu'il y avait pas mal de choses qui n'existaient pas à l'époque ou dont on parlait très peu, l'intelligence artificielle et d'autres, des réseaux sociaux qui sont apparus depuis. Donc voilà, un certain nombre de choses sont déjà un petit peu datées, mais d'autres choses restent d'actualité. Alors peut-être une toute petite introduction pour resituer les ORS pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui serait bien normal. Donc les observatoires régionaux de santé, il en existe un par région en France. On est plutôt majoritairement des associations. Et puis il y a une fédération des ORS, la FNORS, donc, dont font partie la plupart des ORS. Donc les observatoires régionaux de santé, leur mission, c'est de réaliser des études en santé publique à des échelles régionales et infrarégionales, et puis nationales aussi, et notamment en inter-ORS, comme l'étude dont je vais vous parler. Nous ne faisons pas de recherche universitaire, mais plutôt, nous sommes des acteurs d'aide à la décision en santé publique à travers les données que nous produisons. Donc ces données, ces travaux qu'on réalise, alors c'est notre cœur de métier des études statistiques, notamment à partir des bases de données en santé qui sont accessibles à l'ORS, notamment le SNDS, et c'est ma collègue Laure Bessade qui vous parlera notamment des données concernant le suicide et les tentatives de suicide. On fait aussi des études qualitatives, globalement avec des méthodologies et des sciences humaines, des enquêtes par questionnaire, des évaluations externes aussi. Et puis, on a toute une activité de bibliographie, documentation. Voilà, en gros, c'est un peu le squelette de ce que font tous les ORS et le nôtre, donc l'ORS Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, peut-être aussi en guise d'introduction, le suicide, est-ce que c'est une thématique de plus en plus travaillée dans les ORS? Alors en tout cas, dans l'ORS de notre région, nous faisons partie de l'Observatoire régional du suicide, dont vous parlera ma collègue. Donc c'est vrai que là, on travaille tous les ans sur ces données qui paraissent dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Donc il y a une publication annuelle. Et puis on fait aussi des études qualitatives par public qui touchent ou directement ou indirectement la question du suicide. Donc à titre d'exemple, on a évalué un dispositif de prévention de la détresse de la personne âgée. Alors c'est une sorte un petit peu d'édulcoration de la thématique de la prévention du suicide de la personne âgée. Donc tout à l'heure, il y a une gériatre dans la salle, et c'était une évaluation extrêmement intéressante. C'est un dispositif qui existe dans l'Ain, que vous connaissez peut-être, et qui allie en fait des ressources de la psychiatrie publique et puis des ressources du social portées par le département de l'Ain. Donc l'étude qualitative dont je vais vous parler, Derrière les masques, la souffrance, qui est une étude qui a été réalisée sur 3 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis là, plus dernièrement, on a fait l'évaluation d'un dispositif expérimental dans la Drôme qui s'appelle le Psy de rue, qui se déploie du côté de Montélimar et de Cray. Voilà, donc à chaque fois, cette thématique du suicide, elle revient sur différentes tranches d'âge, et c'est vrai que différents types de publics peuvent être concernés. Sur les jeunes, le suicide est quand même une des premières, je pense que c'est la première cause de mortalité. C'est une problématique forte, mais c'est vrai que sur les personnes âgées, c'est quand même ceux qui entre guillemets, qui vont jusqu'au bout de l'acte. Et c'est là où les chiffres sont les plus importants. Alors, je vais sans tarder vous parler de cette étude, Derrière les masques, la souffrance. Alors c'est une étude qui nous avait été demandée par la DREES et par l'Observatoire national du suicide. Globalement, l'objectif était de mieux comprendre, améliorer, renforcer la prévention du suicide chez les jeunes. Alors par les jeunes, on ne sait pas très bien quelles sont les bornes de la jeunesse, mais on va dire à minima 15-25. La méthodologie d'étude, c'était une enquête qualitative, donc par entretien individuel avec des jeunes en mal-être et puis des suicidants. Donc des gens qui avaient fait au moins un passage à l'acte, donc sur trois régions. Alors au moment où on a fait l'étude, alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, je ne suis pas forcément au courant, mais en tout cas c'était cette méthodologie par entretien avec des jeunes, notamment des jeunes suicidants, c'était quand même assez rare en 2021. Donc il y avait une dimension expérimentale qui était forte à l'époque. Et c'était
de ce fait, ça a été une enquête assez difficile et complexe à mener. On avait beaucoup de freins. Du côté des professionnels qu'on sollicitait pour nous mettre en contact avec des jeunes, voilà, il y avait beaucoup de réticences. Alors, c'était essentiellement des professionnels de l'éducation nationale, mais aussi de l'insertion par l'emploi, notamment, qui avaient très peur de nous mettre en contact avec des jeunes parce qu'on était encore, et même si on a l'impression que c'est pas si loin, en 2021, il y avait encore chez beaucoup cette idée qu'en parler ou en reparler pouvait être un facteur de risque pour les jeunes, ce qui s'avère plutôt être l'inverse. Mais voilà, du coup, par peur de réactiver quelque chose, les gens ne nous donnaient pas les contacts ou vraiment ça traînait de manière... Voilà. On a réussi quand même à en avoir un certain nombre et essentiellement grâce beaucoup par les professionnels de santé mentale qui ont été très aidants. Peut-être parce que justement, voilà, ils partaient à l'époque en tout cas, mais toujours maintenant d'une posture complètement différente, hein, qui est plutôt que le fait d'en parler protège plus que ça ne met en danger, notamment des psychiatres de CHS et de maisons des adolescents. Un de nos collègues en Bourgogne-Franche-Comté, lui, avait était rentré en contact par des jeunes au travers de réseaux sociaux et notamment de groupes Facebook à l'époque. Alors quand je vous parle de Facebook, aujourd'hui, c'est vraiment un truc de boomer, mais à l'époque, les jeunes étaient encore sur Facebook. Alors, je vais vous donner les principaux résultats. Hein. Donc voilà, vous pourrez toujours aller gratter un petit peu plus avant si ça vous intéresse dans le livre lui-même. Les jeunes, alors moi je me suis occupée de la partie Auvergne-Rhône-Alpes et du coup en Auvergne-Rhône-Alpes on était exclusivement sur des jeunes hospitalisés ou pris en charge en CMP, en maison des adolescents, ou accompagnés par des infirmières scolaires. Et ce sont des jeunes qui étaient résidents à Clermont-Ferrand, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Lyon, Roanne, Annecy, Saint-Étienne principalement. Alors le premier point qui est vraiment important, qui ressort, c'est des choses maintenant qui sont bien connues, mais qui à l'époque l'étaient moins. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les autres études qu'on mène en parallèle, on se rend compte que c'est des choses qui ne sont pas forcément connues de tous. C'est qu'il y a quand même des facteurs de risque structurels qui sont aujourd'hui connus, documentés, mais pas toujours finalement reconnus de tous sur le terrain. Alors, dans ce que nous disaient les jeunes, hein, c'est au premier rang, bien sûr, les maltraitances parentales, les parents toxiques. Voilà, ça, c'était vraiment quand même une toile de fond importante. Ensuite, bien sûr, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les deuils aussi, le harcèlement scolaire, dont on parlait déjà beaucoup à ce moment-là, et puis des anxiétés, des angoisses réactivées à l'adolescence avec des phénomènes de dépression quelquefois anciens. Et un autre facteur de risque, qui a été pas mal souligné par les jeunes, c'est tout ce qui est banalisation, déni du mal-être par les proches, tout ce qui peut être ou la non-écoute, ou le fait, une espèce de dédramatisation qui vise peut-être à rassurer l'adulte, à essayer d'aider le jeune, mais qui en fait a un effet plutôt délétère sur le jeune qui commence à parler de ces difficultés. D'où l'enjeu pour les jeunes finalement de dissimuler leur souffrance. Hein. Donc ce masque, c'est un masque qui a un petit peu deux fonctions face à des situations, on va dire, d'agression, et éventuellement d'une banalisation, d'une non-écoute, une banalisation de ce mal-être ou d'une sorte de mépris aussi. Hein. On n'avait pas pensé à ce terme à ce moment-là, mais la question du mépris était peut-être sous-jacente. Le masque, c'est d'abord se protéger, ne pas apparaître comme fragile. Ne pas se mettre en danger en parlant de sa vulnérabilité, en dénonçant des maltraitances. Alors se protéger, c'est ne pas subir le mépris, ne pas subir les moqueries, ne pas subir toutes ces expériences dévalorisantes. Pour certains des jeunes, c'est se protéger de manière en allant encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a eu des jeunes, par exemple, qui sont allés voir la police pour expliquer qu'il y avait de gros problèmes dans la famille, qu'ils étaient victimes de violences. Et on leur a dit à ce moment-là, c'est tes parents, tu peux quand même parler avec eux, il faudrait que tu essayes de discuter. Or, le dialogue, c'est pas toujours la solution, et c'est même rarement la solution quand on est dans une famille très maltraitante où il y a des violences. Donc, quand on est dans cette situation, on ne reparle plus parce qu'on se dit finalement les adultes sont un petit peu complices entre eux. Il y a une espèce de les adultes se serrent les coudes, donc je vais peut-être pas continuer à en parler parce que ça va finir par me créer des problèmes. Et puis le masque, c'est aussi protéger ses proches. Alors quand les proches sont bienveillants, quand ils sont aimants, quand ils sont là, je vais essayer de ne pas les faire souffrir en leur parlant de ma souffrance. Donc je me tais parce que ça va leur faire du mal. Et comment j'essaye de gérer ça tout seul sans leur en parler.
Ceci étant, ce masque, que ce soit pour se protéger, pour protéger ses parents, c'est un risque supplémentaire parce que c'est le masque qui empêche la verbalisation, bien sûr. Alors, les freins à une aide efficace des jeunes, donc globalement, voilà ce qu'on repérait à cette époque-là, et c'est probablement encore un peu ou beaucoup vrai aujourd'hui, c'est que tous les différents professionnels qui travaillent au contact avec des jeunes ne sont pas forcément tous au même niveau ou sur le suicide ou même sur les compétences psychosociales. Alors on observe des niveaux de formation variables et selon le niveau de formation, de sensibilisation, alors les leviers de prévention sont variables. Et puis, localement et selon les professionnels, des réseaux variables, c'est-à-dire des possibilités d'orientation, parfois pauvres. Alors, parfois pauvres parce que tous les professionnels ne savent pas vers qui orienter, selon le type de professionnels, voilà, et selon les institutions dans lesquelles ils travaillent. Et puis aussi, tous les territoires n'ont pas le même niveau de richesse. Et c'est quand même, voilà, il y a quand même des territoires, notamment certains territoires ruraux, mais pas que, hein, parce qu'on a vu, nous, justement, dans la Drôme, des territoires urbains où il n'y avait pas de maison des adolescents. Il y a, voilà, le CMP, bien sûr, est difficile d'accès. Donc, il peut y avoir voilà, une impossibilité concrète à aller vers des soins, vers des ressources d'écoute. Et puis, il y a la question du coût aussi, bien sûr, hein, en libéral. Alors, le repérage et le recours aux ressources d'aide formelles ou informelles, qu'elles soient d'ailleurs, ces ressources informelles, elles peuvent bien sûr être du côté des professionnels de la santé, mais ça peut être du social ou autre. C'est un chemin quand même semé d'embûches pour les jeunes et puis aussi quelquefois pour les familles quand elles repèrent que leur enfant ne va pas bien et qu'il faudrait essayer de trouver de l'aide. La première chose qu'on avait remarqué, c'est le manque d'information, mais encore une fois, en 2021, ce n'est pas tout à fait la même situation qu'aujourd'hui où le recours à Internet et l'information par Internet, a été multiplié par 2, c'est pas par 3 ou par 4. Donc, en tout cas, ce manque d'information sur ce qui peut exister à la fois au niveau proximité, c'est-à-dire physique, mais aussi sur le plan numérique, voilà, a été fortement souligné. La faiblesse, entre guillemets, des ressources de soins, alors faiblesse au sens où voilà, les files actives sont bien souvent saturées, les libéraux voilà, sont difficiles d'accès. Donc comment aller vers du soin quand on sent qu'on a besoin d'un soin, dans quel délai? Et puis un autre point faible, et c'est ce qu'on va retrouver, j'allais dire, c'est une thématique en santé publique qui est constante, hein, c'est la problématique des parcours de soins. C'est-à-dire que quand les ressources ne sont pas articulées entre elles, comment être sur un parcours protecteur, ça c'est compliqué. Une autre problématique, c'est les ressources après le passage à l'acte, avec ou sans hospitalisation. Que se passe-t-il après? Alors pour ceux qui sont repérés, qui sont inclus dans le dispositif vigilance, il va y avoir des possibilités de rappel, il va y avoir effectivement ce lien qui va se tisser avec la possibilité de rester dans un contact. Et puis pour ceux avec lesquels il n'y a pas de lien, et c'était le cas en 2021 pour certains qui avaient une hospitalisation très courte et puis qui repartaient chez eux ou en institution ou ailleurs. Et là, c'était très compliqué de repartir sans rien. Donc c'est-à-dire que les ressources après le passage à l'acte sont déterminantes. Alors, aussi une question sur l'hospitalisation après une tentative de suicide pour les jeunes qui étaient concernés, donc une perspective pour certains, mais des vécus contrastés. Pour certains des jeunes qu'on a interviewés, même s'ils n'avaient pas eu recours à des ressources en amont, ça s'est avéré comme un répit possible, comme un moment d'apaisement. Même si l'après restait toujours quelque chose une question assez aiguë. Que va-t-il se passer quand on repart dans son milieu d'origine? Milieu qui est possiblement maltraitant. Et puis des craintes aussi chez d'autres jeunes, chez une partie des jeunes, c'est-à-dire quand on propose hospitalisation, il y a aussi toujours cette crainte. Et c'est encore vrai maintenant, on le retrouve dans certaines des études qu'on mène, c'est toujours cet imaginaire du fou qu'on va enfermer avec aussi toute la stigmatisation sociale, l'étiquetage social qui peut se mettre en place derrière tout ça. Donc l'hôpital peut être, quand on le propose, ça peut être vu comme une ressource, mais c'est quand même quelque chose à travailler. C'est toujours, ça n'est pas forcément évident. Alors, les facteurs de protection, de prévention primaire, secondaire ou tertiaire qui apparaissaient comme efficaces dans l'étude. Alors, quelque chose d'assez transversal, structurant et transversal, c'est le souci de l'autre pour soi.
Cet autre, ça peut être le parent, le proche, mais ça peut être aussi des amis et ça peut être aussi des gens qu'on rencontre sur Internet. Donc, dans cette époque lointaine 2021, ça pouvait être justement des gens qu'on rencontrait dans des groupes Facebook. Et ce sentiment de compter pour quelqu'un était extrêmement protecteur, apparaissait comme extrêmement protecteur. Alors, ça ne suffit pas toujours, mais c'est un socle important. Le contexte d'écoute sans jugement, la qualité d'écoute qui favorise l'expression des émotions. Alors, en 2021, il y avait beaucoup moins de formations et beaucoup moins, on parlait beaucoup moins ou très peu des compétences psychosociales. C'est quelque chose aujourd'hui, une thématique qui est vraiment beaucoup plus abordée, beaucoup plus déployée. Mais à ce moment-là, ça l'était moins. Et en tout cas, cette capacité à faire en sorte que les jeunes puissent exprimer leurs émotions dans le cadre d'un lien de confiance, c'était quelque chose à la fois de complexe à bâtir, qui apparaissait comme complexe, et en même temps comme très, très important, comme un socle indispensable. La question aussi de l'accompagnement du jeune dans sa recherche de ressources d'aide au plan psychique. Donner de l'information ne suffit pas, vous le savez tous, hein, c'est pas parce qu'on dit là tu as la maison des adolescents ou tu as telle personne qui peut t'écouter à tel endroit, ça ne suffit pas. Cette nécessité d'accompagner, d'apprivoiser, d'expliquer, voire quelquefois un accompagnement physique reste très important. D'où, par exemple, aujourd'hui, typiquement dans la lignée de ce constat-là, le dispositif Psy de rue dans la Drôme, hein, c'est-à-dire un psy qui travaille maintenant dans la même équipe que les éducateurs de prévention qui sont dans la rue. Et donc, il y a ce chaînage entre éducateurs de prévention et le psy, avec une continuité qui se fait très facilement, qui permet ce temps d'apprivoisement et qui permet aux jeunes, finalement, de un premier niveau d'écoute, éventuellement ensuite, une passerelle vers le soin. Un autre facteur de protection, c'est tout ce qui touche à la coordination, l'articulation des différentes aides possibles. Là aussi, on revient à cette notion de parcours entre différents acteurs qui peuvent être des acteurs du soin, du social, de la police, de l'éducation. Comment les combiner pour permettre un vrai parcours de soins? Alors, un parcours, ce que j'appelle aujourd'hui de convalescence, qu'on n'a pas nommé comme ça dans le livre, mais c'est comment pouvoir reconstruire un lien solide autour du jeune, sachant que la famille n'est pas toujours partie prenante de cette articulation. Donc, cette question des ressources, comment elles fonctionnent entre elles et comment il y a des passerelles entre elles est très importante. Maintenir les aides dans la durée aussi, et c'est tout l'intérêt du dispositif vigilance dont on vous reparlera. Le fait qu'il y ait quelque chose qui se maintienne dans le temps, même léger, est très important. La question aussi d'une personne ressource, un pilier dans l'entourage du jeune qui n'est pas forcément la famille. C'est aussi un élément pour le jeune, avoir une sorte de phare, un peu dans le brouillard, c'est quelque chose qui apparaissait comme très protecteur. Pour une partie des jeunes, alors ça, tous n'y arrivaient pas, et selon leur niveau de détresse, ils étaient à des stades très différents dans l'apprentissage de leurs propres réactions, de leurs émotions et comment ne pas se laisser submerger par elles. C'est ce qu'on peut appeler le coping ou tout ce qui est de l'ordre de l'adaptation. Quelles ressources psychiques internes à mobiliser face à une crise? Ce qui est intéressant dans certains des entretiens qui ont été menés, on voit que des jeunes, certains apprennent tout seuls, face à ce qu'ils perçoivent être comme le début d'une crise, à mobiliser leur attention, à se focaliser sur d'autres choses pour se distraire, pour essayer d'éloigner les idées noires. Mais tous n'y arrivent pas. Et puis pour certains, il va falloir de l'aide pour apprendre à se recentrer sur autre chose. Autre point important, c'est tout ce qui est de l'ordre de la pérédance. Alors encore une fois, on ne le disait pas forcément comme ça en 2021, on commençait à l'évoquer. Et c'est des choses qu'on peut retrouver, notamment qu'on pouvait déjà trouver à l'époque sur les forums, les groupes sur Internet. Peut-être moins dans la réalité enfin aujourd'hui. Ce n'est pas forcément des choses qu'on voit à grande échelle, la pérédance physique, même s'il y a déjà des expériences qui existent. Il y a les ambassadeurs en santé mentale et beaucoup d'autres dispositifs. Mais enfin, ils sont déployés de manière assez inégale sur les territoires. Mais ce qu'on voyait à travers les groupes Internet, c'était le fait de pouvoir, à un moment donné, trouver des gens qui nous ressemblent, avec qui on peut échanger et qui ont peut-être aussi, qui sont déjà passés par un peu les mêmes épreuves et comment s'entraider, comment échanger, comment pouvoir témoigner de la capacité, de la possibilité finalement à surmonter la crise et à encourager l'autre en lui disant « moi j'y suis arrivé, c'est quand même possible ». Alors,
un autre point important, et c'est très rapide, c'est l'importance de développer des partenariats entre professionnels locaux, une culture commune. À l'époque où l'étude a été menée, c'était quelque chose qui était encore, en tout cas, inexistant ou extrêmement faible. On était aussi dans un contexte particulièrement compliqué. On était, j'allais dire, presque au milieu de la crise Covid, avec toutes les problématiques de confinement, etc. On était en pleine dedans. Ça rendait les choses probablement encore plus compliquées pour les jeunes, enfin les gens qui avaient, je ne sais pas, entre 17, 18, 21 ans à ce moment-là. Et on s'aperçoit que voilà, tout ce qui est de l'ordre du partenariat en fait peut être aidant. C'est-à-dire quand on est sur les mêmes représentations de ce que c'est que le risque, de ce que c'est que la prévention, sur cette débanalisation du discours et des signes d'alerte, et comment partager, comment faire, comment pouvoir se réorienter, s'orienter les patients les uns les autres à un niveau qui est le niveau de vie, le bassin de vie du jeune en question. Et puis, l'importance de travailler sur les déterminants de la santé mentale du jeune. Ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est quelque chose qu'on avait aussi, par exemple, sur l'étude qui concernait la prévention du suicide chez la personne âgée. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans des situations, des contextes extrêmement problématiques, dans des milieux maltraitants, par exemple pour les jeunes, que ce soit donc des milieux, la famille qui est maltraitante ou des phénomènes de harcèlement dans des établissements scolaires, prendre en charge le jeune et lui dire on n'a pas d'autre solution, il faut que tu retournes dans ton milieu d'origine et puis fais ce que tu peux, c'est quand même très compliqué. Voilà. Donc on ne peut pas toujours tout transformer. Je crois que les professionnels de l'ASE le savent mieux que personne. Ça reste très compliqué, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans les mêmes problématiques, voilà, arriver à aider ces jeunes et leur donner des billes pour surmonter tout ça, pour patienter jusqu'au moment où ils vont pouvoir sortir de ce milieu maltraitant, ça reste quand même un enjeu très compliqué. Donc voilà, c'est comment, ça c'est vraiment peut-être le challenge majeur, comment aider quelqu'un alors qu'on ne peut pas transformer radicalement son milieu qui peut être maltraitant. Et puis un autre élément, aujourd'hui, tout ce qui est, et ce qui a beaucoup évolué. À l'époque, on a fait l'étude, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas ChatGPT, tout ça. Donc il y a probablement d'autres ressources aujourd'hui, mais aussi peut-être d'autres risques. Voilà, c'est toujours pareil. On est sur ces deux volets-là, mais c'est toujours, Internet peut toujours fonctionner comme un support de pair aidance. C'est toujours possible, et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, même à travers des groupes Instagram, à travers d'autres choses. On sait que c'est possible d'échanger, de dire je ne suis pas tout seul dans cette problématique et d'autres s'en sont sortis et ça peut être inspirant pour moi. Alors je crois que c'était vraiment un résumé très rapide. Peut-être juste pour vous dire que ces entretiens qu'on avait menés avec des jeunes, donc des entretiens qu'on avait pu mener avec des jeunes qui étaient à domicile, certains étaient en pleine hospitalisation. Donc là, pour nous, c'était rassurant parce qu'on savait quand même qu'il y avait un psychiatre autour et que en cas de problème, il y avait cette possibilité. Dans les parcours de vie, en tout cas, on a vu beaucoup de choses difficiles, mais je crois que par rapport à ces jeunes, alors c'est un échantillon qualitatif et non représentatif, mais cette question des milieux maltraitants, elle est beaucoup revenue. Et puis après, on avait tous ces jeunes qui avaient ces facteurs de fragilité, des dépressions anciennes, des angoisses, des inquiétudes. Et c'est là où il y avait des signaux faibles qui probablement étaient apparus au cours de leur parcours de vie, mais que les parents ou les proches n'avaient pas toujours vu. Et ça reste cette question des signaux d'alerte, c'est vraiment un point qui semblait important à travailler, sur lequel avoir des billes semblait très important. Voilà, je crois que en tout cas en tant que résumé, je peux déjà vous dire ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas pour la partie des jeunes que moi j'ai vue.